Maison Mère a récemment tenu son assemblée générale annuelle, ce qui a permis de dresser le bilan de la dernière année. La soirée a également permis de souligner la récente nomination de Mme Josette Tremblay à titre de directrice générale. Ce soir, c'était vraiment ma première AGA parce que l'année passée, j'étais pas là en 2023. Donc, je trouvais ça important de bien faire un bilan. On a travaillé fort, toute l'équipe, pour, je dirais, réorienter le cap du bateau de croisière. Ça a été ma métaphore que j'ai pris. C'est un gros bateau Maison Mère, puis je pense que j'étais contente de présenter toutes les orientations vers lesquelles on s'en va. T'sais, on a pris le temps de bien regarder qu'est-ce qui se passe à Maison Mère, d'entendre, d'écouter les locataires, d'entendre les besoins des citoyens aussi, puis de faire des projets qui vont permettre à Maison Mère, dans les 7 prochaines années, de devenir plus autonome au niveau financier. Ça, c'est une dimension importante. Avec ses vocations multiples, l'établissement entend poursuivre son développement au cours des prochaines années, alors que plusieurs projets d'aménagement sont déjà dans les plans de la direction. C'était important pour nous vis-à-vis les enjeux. Bon, premièrement, ici, l'espace conventuel n'était pas prévu pour accueillir autant d'autos, par exemple. Bon, alors ça a été notre premier challenge de réflexion, mais là, on a aussi réalisé, en faisant de l'observation l'été passé, que le terrain, il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. Là, on a les compteurs que les SERRS, les PFM ont accepté de payer et d'installer. Et on voulait sécuriser les lieux puis le rendre vraiment plus convivial pour les familles et les enfants. Donc, c'était important de faire un plan d'aménagement. Et donc, on a embauché l'atelier Vagabond, qui est Stéphane Brûlé, qui est spécialisé puis qui a fait plusieurs interventions déjà dans plusieurs villes pour qu'on ait une belle réflexion. Une réflexion qu'on a faite d'abord l'équipe de travail qu'on a faite avec les membres du CA, qu'on a invité les locataires aussi à venir nous parler de ce qu'ils souhaitent, comment ils voient le développement du terrain extérieur puis de l'aménagement. Une nouvelle expérience immersive et interactive est en développement avec l'objectif d'attirer un nouveau public au cœur de l'ancienne congrégation religieuse. Ça, je trouve que ça a été une idée incroyable que Jean-François a amenée. Nous, on a regardé la clientèle qui visite l'espace muséal. C'est une clientèle de mon jeune âge, là, de 60 ans et plus. Et on s'est dit, comment on peut renouveler la clientèle, mais surtout, comment on peut faire connaître aux enfants les œuvres des petites franciscaines de Marie. Et rien de mieux qu'un jeu pour les intéresser. Donc, on a eu une belle subvention du MT Lab. On est en train de finaliser notre financement, mais ce jeu-là va être, d'ailleurs, on pourra vous en reparler, mais devrait être une inauguration en décembre. Donc, on veut intéresser les familles, les enfants à découvrir les œuvres des petites franciscaines, aux écoles à venir aussi, puis s'amuser tout en apprenant. Donc, c'était très important pour nous, cette dimension-là. Une entente singulière entre la ville de Baie-Saint-Paul et les petites franciscaines de Marie a été annoncée lors de cette soirée. Bien, ce sont de belles nouvelles. On annonce que la congrégation des petites franciscaines de Marie efface la dette là, que la ville de Baie-Saint-Paul avait à leurs égards. Donc, on devait 950 000 là, pour l'achat du complexe Maison Mère aux petites franciscaines. Les sœurs ont décidé d'effacer cette dette-là, mais en contrepartie, nous, on venait effacer un prêt. Hein. La ville de Baie-Saint-Paul avait prêté 450 000 à Maison Mère, donc on vient effacer cela aussi. Donc, c'est quand même de belles nouvelles. Ça vient donner un petit peu plus d'air frais pour la ville, pour Maison Mère. Pour Sœur Doris Lamontagne, les discussions entourant l'annulation des dettes entre la congrégation religieuse et la ville est un acte qui allait de soi et qui s'inscrit dans la doctrine du nouveau pape qui a été récemment nommé à Rome. J'ai fait une référence, entre autres, avec le pape Léon XIV qui vient d'être élu. J'étais à Rome au moment de l'élection. Puis le choix du nom d'un pape est toujours très important. Fait que le pape Léon XIV a pris ce nom-là en fonction de Léon XIII, qui est la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église? C'est qu'elle rappelle, oui, l'argent, c'est important. Oui, ça en prend pour vivre, mais on n'est pas là pour la capitaliser, pour s'enrichir au détriment des plus pauvres et au détriment des moins nantis. Il y a comme un partage. Donc, la congrégation, depuis sa fondation, elle a toujours été dans cette dynamique de partage et de solidarité avec la société. Bien, c'est sûr, ça prend de l'argent pour vivre, on en a besoin. Même nous-mêmes, là, en acceptant ça, on renonce à avoir cet argent-là. On est consciente du montant que ça fait. Mais j'ai dit aussi autre chose, parce qu'on se réjouit de tout l'apport que la Ville a fait. On est vraiment dans l'économie sociale. La religieuse explique que ce geste financier envers Maison Mère a été rendu possible en raison d'une conjoncture particulière.
Fait que cette année, avec les bâtisseurs, on a quand même pris une entente. On a pu libérer un étage, ce qui nous permet de faire une économie. On avait sollicité il y a quelques années pour des écoles à Madagascar, parce que là-bas, on a des investissements. Là, la population était généreuse envers nous a aidés à ces investissements-là. Fait qu'on se dit, bien, tu sais, il y a comme un partage mutuel. Donc, dans solidarité avec ça, nous, on est capable de faire ce bout de chemin-là. On veut aider la ville, puis la population aussi. Tout le monde a à faire sa part. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. Le maire estime de son côté que malgré les défis financiers que rencontre encore l'organisation de Maison Mère, la situation de l'établissement s'améliore d'une année à l'autre. On sait que Maison Mère, il y a quand même plusieurs millions qui ont été investis par la ville de Baie-Saint-Paul depuis le début. Ça va de mieux en mieux. Maison Mère, depuis maintenant, cette année, fait des surplus budgétaires annuellement. Donc, c'est quand même important de le souligner. Et dès l'an prochain, 60 des surplus budgétaires de Maison Mère vont aller à la ville de Baie-Saint-Paul et 40 demeurera à Maison Mère. Donc, on voit que Maison Mère, de plus en plus, ça va bien au niveau financier. On a, dans le passé, la ville de Baie-Saint-Paul, jusqu'en 2023, était pour 53 près de 53 près de la moitié, on va dire la moitié des revenus de Maison Mère étaient de la ville. Et là, cette année, on a coupé, puisque seulement 23 des revenus de Maison Mère proviennent de la ville. Donc, on voit que la ville de Baie-Saint-Paul était très présente au début, et c'était normal. Et de moins en moins, là, elle sera présente dans le futur, puisqu'il y a d'autres personnes qui investissent, qui louent des locaux. On n'a qu'à penser au Club Med, on n'a qu'à penser à Chacun son pain, l'Auberge des Balcons, tout ça. Donc, ça fait en sorte de diminuer la part là, pour les contribuables de la ville de Baie-Saint-Paul. TVCO a également demandé à sœur Doris Lamontagne comment elle percevait le développement de Maison Mère depuis que son organisation a quitté les lieux en 2017. Elle a servi toujours, ça a 135 ans, cette maison-là, elle a servi pour du communautaire, elle a servi pour les besoins de la communauté. Bien, elle sert encore aujourd'hui pour les besoins de la communauté avec des nouveaux avenues. Il y a des éléments là, que nous autres, on n'aurait pas pu faire et que là, des nouvelles générations font. Il y a des organismes, il y a quoi, 35-40 organismes communautaires ici. Il y a des entreprises qui ont démarré ici, si on pense à Chacun son pain, si on pense à Mousse Café, même à vous autres TVCO, si on pense au Cercle des fermières, au Club du Bon Cœur, on est en lien aussi avec le projet du potager, donc tous les organismes, les employés. Donc, ça sert pour l'économie sociale. Et vous trouvez ça bien aujourd'hui? Oui, parce que nous, là, je veux dire, c'est peut-être dire on n'a jamais eu une propriété pour nous-mêmes. On a toujours eu une propriété pour la partager, pour répondre à des besoins, comme nos fondatrices, aux besoins de l'Église. Donc, on en a eu besoin, on a accueilli des gens, on en a eu besoin. Maintenant, elle répond à un nouveau besoin, puis on est fiers de ce qu'elle est devenue, puis on est fiers de ce qu'elle va devenir encore que nous. Tu sais, on a mis des compteurs, puis qu'il y a quasiment 1500 personnes, puis tous les jours, il y a 700 à 800 personnes qui, surtout l'été, là, qui vont marcher sur ce qu'ils appelle le chemin des Sœurs. Bien, on donne accès à cette beauté. On est contente. D'autres annonces sont à venir au courant de l'automne 2025 pour connaître le montant que déboursera le gouvernement du Québec afin de dédommager la ville dans le dossier de l'espace bleu. Rappelons que le site actuel de Maison Mère a été occupé par les Petites franciscaines de Marie à partir des années 1890. Alors que la saison touristique s'amorce dans Charlevoix, on a cru bon de faire le point avec le maire de l'île aux Coudres, Christian Dufault, parce que l'île aux Coudres, 60 de ses revenus, à peu près, dépendent du tourisme. Alors, on en parle avec le maire Christian Dufault. M. Dufault, bonjour. Bonjour. M. Dufault, d'abord, parlons, et c'est inévitable quand on vous reçoit à TVCO, parlons de la Société des traversiers du Québec. D'abord, on a appris là, que les brevetés, ça, c'est les commandants, là, ont signé. Il y a une première signature qui a été faite avec les employés. Parlez-nous de ça. Oui, les brevetés, ça comprend les capitaines, les lieutenants et les mécaniciens et assistants mécaniciens qui sont brevetés, qui font marcher. Et qui est encore en négociation? C'est les non-brevetés qui sont encore en négociation. Ça, c'est tous les matelots qui s'occupent du bateau? Oui, les matelots, les gens du quai aussi, les amarreurs qu'on appelle, et tous les proposés qui sont... Est-ce qu'on doit craindre un arrêt de travail encore cette année, comme on a vécu l'an dernier, au traversier, selon vous?
Bien, là, j'ai confiance beaucoup parce que même hier à Saint-Jean-Baptiste, il y avait des négociations. OK. Que je sais que ça avait bien été, là, ça va quand même bien. Puis, ils négocient. Donc, c'est pas une négociation aux 4 mois, là. Ça négocie. Et j'ai confiance que ça se règle, là, parce qu'ils ont réglé avec les officiers. Donc... Et ça, c'est indépendant du fait qu'il y a un deuxième navire, le Zvanoï, qui est revenu cette année. Oui, c'est indépendant. Qui, lui, a un autre équipage qui n'est pas soumis au même règlement là, que ceux de la Société des traversiers du Québec. Il n'est pas sur le même pèlereau, on va dire. Okay. C'est comme un contrat qu'il y a avec. Ça, c'est une bonne nouvelle que vous avez eue également de Zvanoï. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On attendait le Radisson, pourtant, un autre traversier qui est en Radoux présentement. Le Radisson n'est pas en Radoux. C'est qu'il y a un manque de personnel navigant pour faire marcher 2 bateaux bleus à l'île aux Coudes. Donc, la STQ pas en mesure de recruter assez de monde pour alimenter elle-même avec ses matelots 2 bateaux. C'est ça que j'ai eu comme information. C'est pour ça qu'on a Zvanoï cette année. Oui, puis qui est une bonne affaire que la société se trouve un pare-feu, là, puis qui prolonge le contrat avec le Zvanoï. Alors là, au moment où on se parle, à moins que la grève, là, à moins qu'il y ait une grève de déclencher, il y a 2 traversiers tout l'été qui assurent la liaison régulière avec l'île. Absolument. Bon, bien ça augure bien jusqu'au mois d'octobre. Ça augure bien pour la saison touristique, en tout cas. Très bien, très bien. Espérons-le. Autre question, là, il y a été question, puis vous êtes intervenu cette semaine là-dessus. On est toujours dans le tourisme, mais c'est de l'autre bord. On parle du Sentier de la Rive. Le Sentier de la Rive a demandé au MRC, aux municipalités, de soutenir une étude qui aurait pour objectif d'enlever les rails puis d'en faire une piste multifonctionnelle là, entre Petite-Rivière-Saint-François puis la Malbaie. Vous êtes intervenu là-dessus? Oui, je suis intervenu là-dessus parce que je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, là. Donc, pour enlever 80 km de rails qui partiraient de Petite-Rivière puis qui se rendraient à la Malbaie, on sait que pour enlever les rails de chemin de fer, là, le gouvernement il n'est pas trop chaud dessus. Regardez ce qui s'est passé. C'est la liaison ferroviaire avec la Haute-Côte-Nord. Oui, c'est ça. Puis regardez ce qui s'est passé en Gaspésie. Ils ont enlevé 320 km, puis là, ça coûte 871 millions pour les remettre. Vous savez ça? Pensez-vous que les rails vont rester là? Les rails vont rester là. Puis, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est une mauvaise approche du groupe. Parce que pourquoi que le Sentier de la Rive, il dirait, OK, ça va arrêter bientôt, le chemin de fer, puis c'est une propriété privée, là. Donc, de quel droit qu'on peut se dire que ça va finir, là? Ils ont des difficultés, oui, ils ont des difficultés, mais il n'y a rien qui va se régler. La MRC, on a appuyé, donc, puis financièrement, on a fourni. Il y a eu de l'argent encore pour le train. Oui. Mais est-ce que ce projet-là ne vient pas un peu en contradiction avec votre grand rêve là, de déménager le quai? Pas du tout. Parce que nous, admettons que le quai s'en irait là, il y aurait une cohabitation avec le chemin de fer, la route. Puis en faisant la route, ça pourrait être une piste cyclable en même temps. Les gens pourraient l'utiliser comme piste cyclable aussi. Monsieur le maire, on sait là, que ce projet-là tient beaucoup à cœur aux gens de l'île aux Coudes. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est réaliste? Avec les réponses que vous avez eues depuis 2 ans, pensez-vous vraiment que la question de l'opportunité de changer le quai d'endroit est encore sur la table ou est-ce que c'est pas mis sur la glace là, en attendant? Bien, la faisabilité du quai. De toute manière, un quai, là, ça va en prendre un moment donné. Les quais sont finis. Là, ils viennent de mettre de l'argent pour sauvegarder ceux qu'ils ont. Qui vont remplir les là, quais. Ils ont mis 11 millions, ils ont mis des plasteurs. Ils ont mis des plasteurs sur pour les... Là, on a entendu qu'ils voulaient mettre encore un 60 millions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont le faire avec ça, qu'est-ce qu'ils vont donner. Moi, je pense que c'est de l'argent mis dans le fleuve absolument pour rien. La faisabilité de faire le quai, que ce soit à Cap-au-Diable ou à Saint-Gaudens-de-la-Rive, faire le quai, c'est faisable. L'enjeu, c'est la route. Mais faire le quai là, c'est... Mais là, le préfet nous mentionnait il n'y a pas longtemps que le ministère des Transports n'est même pas commencé à analyser la possibilité de faire une route là. Il n'est même pas dans le dossier présentement. Je suis d'accord avec vous. Sauf que la société, il va falloir qu'ils décident, qu'ils disent, là, le quai, on le fait au Cap-au-Diable ou on le fait à Saint-Gaudens-de-la-Rive. Il faut le dire. Pensez-vous que ça va arriver cette année, cette décision-là? Bien, on s'en va en élection, là. En 2026, je pense, c'est peut-être une affaire politique, mais de toute manière, la société, il va falloir qu'ils décident où ils vont le mettre, le quai, là.
puis avec le gouvernement aussi. Mais pour cette année, ça ne changera rien à la saison touristique qui commence, puis parlons-en un peu quand même, là. Vous êtes venu à quelques reprises ici nous parler des différents aménagements qui avaient lieu. D'abord, le parc du bout d'en bas, la pointe du bout en bas. Vous aviez des projets d'aménagement, il y a de l'argent qui a été mis là. C'est-tu complété, c'est-tu pas complété? On est rendu à quel pourcentage de complété dans les travaux? Dans les travaux, c'est minime, là. Tous les sentiers sont refaits, les plantations sont refaites. Il y a un stationnement. Le stationnement, il y a un stationnement temporaire. Okay. Puis on va commencer fin d'août, là, pour les plans finaux sont faits. Okay. On va commencer fin d'août pour faire le stationnement. Et tout le mobilier urbain aussi va être donné à contrat. Ensuite de ça... Donc, pour cette année, c'est semblable à ce qu'il y avait l'an dernier. Oui. C'est à partir du mois d'août que vous allez investir. C'est ça. Mais le parc est ouvert au grand public. Le parc est ouvert au grand public, puis il y a beaucoup de monde déjà. Puis déjà, les gens trouvent ça encore très beau, là. Vous avez un autre projet également qui est là, puis lui, il va se réaliser plus tard, c'est le cœur villageois. Oui, le cœur villageois. En arrière de l'hôtel de ville. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que ça représente comme projet? Ça, c'est plus pour les citoyens, par exemple, c'est moins pour les touristes? Les touristes vont pouvoir aller aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent dans le stationnement de la municipalité pour partir en vélo de là. Oui. Donc, éviter la côte en bas, c'est ça? Il va falloir qu'ils montent la côte pareil. Mais en auto, pas en vélo? En auto, c'est ça. Donc, c'est un beau petit projet qui va avoir pour... verdir en arrière de la salle municipale. Puis là, il va y avoir des bancs, des jeux pour les enfants, quelques petites sorties pour comme des jets d'eau. Avant ça, le but, le projet initial, c'était d'aller le mettre à Pointe des Lilets, là, où notre terrain de jeu. Puis, donc, ça faisait beaucoup. Quand on a fait faire le plan par l'arpenteur, pour tout faire en plantation, on a dit, bon, on va finir par manquer de place. Fait qu'on a demandé au ministère si on pouvait le déplacer. Puis on l'a amené là. Ils ont dit oui, bien d'accord. Puis en plus, ça va être bon pour, vous savez, la garderie pas loin, le CLSC, où il y a des personnes encore qui peuvent venir sortir, pour venir s'asseoir, puis jaser. Il va y avoir des jeux d'exerciceurs, puis ça va être... Donc, vous avez des projets, on voit qu'il y a des développements. Il y a beaucoup de tourisme qui vont sur l'île. Ça représente une portion importante des revenus chez vous. On a eu une surprise la semaine dernière. La ministre du Tourisme est venue annoncer pour différents projets dans Charlevoix 2,4 millions de dollars qui est investi dans le tourisme. Pas un projet à l'île aux Coudes. Bon, Pouvez-vous nous expliquer ça? Je sais bien que vous n'êtes pas un intervenant touristique, vous êtes le maire de la municipalité, mais comment vous expliquez ça? Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. De toute manière, je vais poser des questions à Tourisme Île aux Coudes aussi, parce que, puis aux intervenants, là, les promoteurs, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que 2,4 millions, là, ça n'arrive pas tous les jours. Non? C'est pas une... Donc, on en a profité pour, je pense que c'est à peine 25 000 $ qu'on a eu. C'est une question que, pour le moment, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous redire c'est quoi qui s'est passé. Je vais m'informer. En tant que maire de l'Île aux Coudes, qu'est-ce que vous espérez pour l'été à venir? L'été à venir, j'espère que nos 2 bateaux vont continuer bien comme il faut. On attend, puis que les gens ne soient pas inquiets. Là. Il y a de la publicité qui se fait, que les gens ne soient pas inquiets, que tout va bien. Et qu'on a du beau temps, puis on a une belle île, puis on est accueillant, puis on a hâte de vous voir. Bien, je vous souhaite un bon été. Je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Bienvenue. Merci beaucoup. Une initiative innovante vient de voir le jour sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul pour favoriser l'inclusion et la réinsertion en emploi. Au cours de la dernière semaine, les services de main-d'œuvre L'Appui ont inauguré un tout nouveau volet à leur mission, un restaurant à vocation sociale. Plus qu'un simple lieu de restauration, l'établissement se veut un tremplin vers l'emploi pour des personnes issues de parcours variés, souvent éloignées du marché du travail. Le restaurant Tremplin Gourmand, dans le fond, c'est une entreprise d'économie sociale. Alors, le but de l'aventure, dans le fond, c'est d'avoir comme une entreprise école, si on veut, là, pour intégrer au marché du travail des clientèles qui sont inscrites dans nos différents services d'intégration socio-professionnelle.
C'est un nouveau volet qui est un peu beaucoup sur le modèle des entreprises d'insertion, de circonstances, mais qui n'est pas financé comme une entreprise d'insertion. C'est une espèce de projet pilote qu'on fait parce qu'on avait l'infrastructure, puis c'est une première, c'est un premier vraiment projet pilote, une tentative qu'on fait. La décision d'ouvrir le nouvel établissement est le fruit d'une réflexion amorcée il y a plusieurs mois. On a perdu notre locataire du restaurant ici au mois de novembre 2024. Les mois qui ont suivi, on a tenté de louer le restaurant. Et puis, on avait quand même des gens sérieux. On pensait que ça allait faire. Puis, on s'est finalement ramassé au mois de la fin mars, même début avril, avec finalement personne. Alors là, devant le fait accompli, là, de dire, bien, est-ce qu'on laisse la terrasse en plein cœur de Saint-Jean-Baptiste fermée l'été? Ça nous apparaissait que ça n'avait pas beaucoup de bon sens. Il fallait faire quelque chose de nous-mêmes, peut-être. Fait qu'on s'est motivés. On s'est retroussé les manches, puis on était conscient qu'il nous restait très peu de temps, hein, parce qu'on a quand même monté l'aventure en peut-être 6-7 semaines. Ça veut dire partir du début. Ça veut dire penser à un logo, penser à une image, penser à un nom. Aussi loin que ça, est-ce qu'il y a des permis? Quel permis? C'est une nouvelle aventure, là. C'est un super de beau site, c'est un super de beau lieu. Il y a toute une histoire aussi derrière ça. Puis pour moi, je voulais que nous, même le conseil d'administration, on voulait que ce soit vivant, on voulait que ce soit occupé, puis que c'est ça, offrir à la population une belle expérience. C'est à même ses propres programmes que l'organisme a puisé pour recruter le personnel du nouveau restaurant. Des gens qui étaient déjà inscrits dans nos services, donc qui étaient en recherche d'emploi ou en suivi, en intégration socio-professionnelle avec nos conseillères en emploi. Et puis, on a notre Nathalie qui nous a fait beaucoup de références de clientèle qui sont devenus, dans le fond, des salariés, des employés pour au moins la période estivale, la période du temps du projet, là. Les jeunes sont en veille? Oui. On prend 5 minutes de break, là. Le fonctionnement de l'établissement est rendu possible grâce à une association avec un chef cuisinier de Saint-Hilarion. Ça fait appel donc à des compétences complémentaires, supplémentaires qu'on n'a pas nécessairement à l'interne. Donc, c'est ce qui nous a amené à nous associer avec Patrick Tremblay, des Délices de Padoue, qui a accepté de prendre en charge, on peut dire, le projet, peut-être un peu notre chef cuisinier, notre expert, qui, lui, maîtrise, dans le fond, le médium de travail, et puis qui a formé les gens, parce que les 7-8 personnes recrutées à la dernière minute, ils partent presque de zéro. Là. Fait qu'ils sont toutes formées au niveau de la cuisine, même de la caisse, la caisse enregistreuse. Et c'est tous des nouveaux médiums que même moi, je ne connaissais pas. Là. Donc, ça s'est fait quand même très vite, là. Le directeur général souhaite que le tremplin puisse contribuer au domaine de la restauration dans la région de Charlevoix. On s'est paramétré par rapport au marché. On ne voulait pas nécessairement non plus faire concurrence aux autres. On voulait être respectueux, complémentaire, développer une approche nouvelle, même peut-être préparer de la main-d'œuvre pour justement les autres restaurateurs pour une autre année, parce que c'est ça le but dans le FIT. Au bout de tout ça, c'est que nos gens qui sortent d'ici deviennent employables peut-être dans ce domaine-là parce qu'ils auront acquis une expérience intéressante. Puis peut-être qu'on va développer une bougie d'allumage ou vont vouloir aller se former de façon plus spécialisée dans les écoles qui donnent ces genres de cours-là. C'est un peu ce qu'on vise, là. Le nouveau restaurant prône également des valeurs d'accessibilité et d'achat local à travers l'offre alimentaire qu'il propose à ses clients. On a quand même une section sur le pouce. Ça fait que tu veux prendre une petite bière avec une poutine, bon, c'est la place. Tu veux aller peut-être au niveau d'un burger, c'est la place. On a même des assiettes un petit peu plus élaborées. On a quand même une planchette de fromage, 5 fromages. Et puis une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que notre menu est élaboré pour tenir compte des produits charlevoisiens. L'autre objectif derrière ça, il est à multiples avantages, ce projet-là. Économie sociale, retombées économiques directes dans le milieu. Ça amène une forme d'économie circulaire parce que le dollar qui est investi s'en va directement en formation des clientèles. Si on dégage des surplus, ça va nécessairement s'en aller dans d'autres types de projets de persévérance scolaire ou de formation ou c'est le cœur, c'est la mission du Carrefour Jeunesse Emploi des services de main-d'œuvre l'appui. Ça va être réutilisé dans ce sens-là.
L'organisme évaluera à la fin de la saison touristique les retombées et la réussite du projet pilote. Pour en apprendre davantage sur ce nouveau restaurant-école, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet des services de main-d'œuvre L'Appui. À l'occasion de la Fête nationale du Québec, célébrée avec ferveur aux quatre coins de la province, la municipalité des Éboulements a tenu à souligner l'événement dans un décor enchanteur. Le 24 juin au soir, c'est à l'Espace Larive, en bordure du fleuve Saint-Laurent, que les citoyens ont été conviés à un rassemblement festif. Musique, activités familiales et discours patriotiques étaient au rendez-vous pour souligner l'identité québécoise. Ce soir, on assiste à une première. Le premier band de musique à l'Espace de la Rive. Ça fait plusieurs années que mon ami ici présent travaille pour monter un endroit où les gens de Charlevoix, où les touristes vont pouvoir s'asseoir, voir le fleuve, profiter d'un paysage. Il n'y a même pas de mots pour dire comment c'est beau. L'idée d'organiser des rassemblements publics sur le site de l'ancienne école primaire de Saint-Joseph-de-la-Rive circule depuis un certain temps déjà. Ça fait déjà plusieurs années que le comité touristique des Éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive, aussi appelé Cratère et Marée, en fait, travaille sur essayer de trouver une façon de retrouver une nouvelle vocation à cette école-là, qui est un peu laissée à l'abandon, puis que, selon nous, est un des plus beaux lieux de Charlevoix, en fait, là. Puis de créer un espace communautaire culturel où on invite les gens à se rassembler puis à venir partager la culture, l'amour du fleuve, l'amour de Charlevoix. C'était ça un petit peu la vision de notre organisme. On s'est mis en place au cours des dernières années pour essayer de revitaliser l'extérieur tout en repensant l'intérieur du bâtiment avec l'intention de le rénover avec le temps, puis vraiment d'en créer un espace communautaire pour la communauté puis pour les touristes aussi. La soirée de célébration a aussi été marquée par un moment solennel, un discours patriotique rendant hommage à l'un des bâtisseurs de la municipalité. Les gens qui viennent demeurer aux Éboulements, on voit les belles terres, on voit le fleuve, on voit plein d'affaires extraordinaires, mais il faut se rappeler qui a construit ça. On arrive ici, puis souvent, j'ai un ami qui vient chez nous qui me dit « Les Éboulements, c'est venu au monde comment? » Fait que tous ces gens-là, il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont décédés malheureusement. Aujourd'hui, le patriote bâtisseur des Éboulements n'est plus. Mais ces gens-là, ils ont construit un village extraordinaire. Puis chaque année, on revient dans le temps en nominant un patriote bâtisseur de l'année. L'année passée, c'est un cultivateur. Cette année, c'est dans le domaine marin. L'année prochaine, ça va être quelqu'un d'autre. Puis mon souhait à moi, c'est que ces gens-là soient affichés quand on monte vers le bureau municipal, quand tu montes les marches. J'aimerais ça que ces gens-là soient affichés pour qu'au moins les gens, en montant, ils pourraient lire un peu d'histoire de notre village, puis se rappeler que les Éboulements ont été construits à coups de pelle et à coups de pioche, là, bien des années. L'histoire de Maurice Desgagnés commence en 1685. Cette année, le conseil municipal des Éboulements a désigné un membre de la famille Desgagnés comme patriote de l'année. Les Desgagnés, il y a plein de branches de Desgagnés. Depuis quelques années, on parlait toujours d'une personne en vie comme patriote. À un moment donné, dans ces Desgagnés-là, les trois branches ont fait des choses extraordinaires. C'était dur de prendre un ou l'autre. On est remonté au début de l'entonnoir, puis c'est là qu'est apparu Maurice Desgagnés. Puis à ce soir, on a eu la chance d'avoir les trois de ses arrière-petits-fils qui ont expliqué la façon qu'il est arrivé dans Charlevoix puis comment il s'est implanté. Malheureusement, il s'est fait prendre une fois, perd sa goélette et il a été obligé de la racheter. Oui, parce qu'au fond, c'était de la contrebande, hein, que les langues sales disaient. Non, c'était pas de la contrebande. Qui a vu de la contrebande? Le président du conseil d'administration de l'Espace Larive rappelle que le lieu est destiné à se développer davantage au courant des prochains mois. Tout ce qu'on fait, c'est pour le donner aux Charlevoisiens. C'est pour leur donner un endroit pour venir partager puis vivre la culture charlevoisienne et d'ailleurs. Fait que c'est autant au niveau
musicales, culinaires. On va avoir des offres de nourriture. Là, ce soir, on n'en a pas, mais on va avoir des offres de nourriture locale qui vont nous présenter des super produits. On va sûrement avoir de la danse. On va avoir toutes sortes d'événements, en fait, qui représentent un peu de notre amour pour la culture ici, puis de l'amour que les Charlevoisiens ont pour leur culture aussi, parce que c'est effervescent comme milieu Charlevoix. Où sont mes amis? Ils sont presque tous partis. Continuer une solitude ou une nouvelle forme de vie. Merci à Simon et à ta gang de repartir cette belle OBNL qui va profiter à tous les Charlevoisiens et à tous ceux qui viendront du monde entier profiter de cet endroit magique. Pour en apprendre davantage sur le projet de l'Espace La Rive, les personnes intéressées peuvent consulter les réseaux sociaux de l'organisme. Oh!